Cybersécurité, donc une autre approche au problème, donc adopter un prisme de patience sur la résilience et la cybersécurité. Je vois que Abigail arrive avec ses panélistes. Ça va être fort intéressant. Abigail Carter-Lanford est vice-présidente de gouvernance, risque et conformité, chef de la protection des renseignements personnels, Inforoute Santé du Canada. Elle a toujours des choses passionnantes à nous dire ainsi. C'est le cas également pour ses panélistes. Abigail, à vous la parole. J'avais l'intention de mettre la barre assez basse. Je promets qu'on n'aura pas les discours habituels. Mais lorsqu'on sera à un de ces événements, non, on n'entend pas très bien dans le micro, malheureusement. Les interprètes n'entendent pas bien. Je suis un peu comme l'autre Abid, Inforoute de Terre-Neuve. Je vais travailler sur cette question. Mais un grand merci de nous avoir consacré du temps. Et notre conversation se veut très différente sur la cybersécurité, les risques de la cybersécurité. À vrai dire, je ne pense pas pouvoir avoir la conversation usuelle pendant encore 45 minutes. Déjà aujourd'hui, ça a été un peu différent. Nous avons dit que la cybersécurité et avoir un discours différent, de collaborer, est une partie importante de l'interopérabilité. Et je veux continuer ce dialogue, car normalement, nous parlons du problème de la cybersécurité dans les soins de santé. Et je ne pense pas que j'ai besoin de vous dire que c'est un véritable problème. Et c'est un problème sans doute parce que les criminels ont compris les valeurs des données de santé bien avant que le secteur saisisse l'importance de ces données. Et qu'est-ce que ça signifie? Et tout dépend du rapport que vous lisez. Soit nous sommes le secteur le plus ciblé par rapport aux autres secteurs ouvrières. Dans un rapport sur la sécurité au Canada, nous sommes au numéro 2. Nous nous moquons de ces genres d'infrastructures, mais il y a d'autres qui se sentent mieux que nous aujourd'hui. Donc, c'est un véritable défi. Et souvent, nous avons l'occasion de jouer un petit peu avec ce problème, mais ce que nous n'avons pas beaucoup d'occasion de faire, c'est de nous réunir dans une salle comme celle-ci et voir pourquoi c'est différent dans la santé. Comment est-ce que ça peut être une voie pour travailler de façon différente. J'étais un peu angoissée. Il y a beaucoup de monde ici. La seule façon pour compenser pour cet état de nervosité, c'est de me faire accompagner par des amis. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de ces défis. Et on va essayer de comprendre de façon importante quel est l'impact des patients, quel est l'impact des cliniciens relativement à ce défi de la cybersécurité. Parce qu'il y a quand même ces caractéristiques uniques en santé. On a une conversation unique sur la question, c'est-à-dire la proposition de valeur sur l'information en santé porte sur la communication des données aux patients, aux cliniciens, aux planificateurs du système de santé. Et ça offre un autre portrait par rapport à ce qu'on voit dans d'autres secteurs. Dans le secteur banquier, on aurait une conversation complètement différente. Mais c'est également une occasion pour nous. On veut poser la question suivante. Comment continuer avec toutes ces bonnes technologies de prévention, mais tout en reconnaissant qu'en santé, c'est un problème qui touche les personnes, pas seulement la technologie. J'ai lu un article en septembre qui m'a horrifié, mais c'était fascinant. C'était un rapport du Fundamental Institute aux États-Unis. Et ils avaient trouvé une donnée, c'est beaucoup de données. Et ce qu'ils avaient examiné, ce sont les organisations où il y avait eu un incident, une cyberattaque importante, et 23 de ces organisations avaient lié ces grandes attaques à une augmentation importante du taux de mortalité de leurs patients. Un sur ces 5 hôpitaux connaissait une hausse importante de la mortalité qui était liée à un événement de cybersécurité. Je trouve ça horrifiant, à vrai dire. Mais c'est également une occasion. Lorsqu'on pense au ransomware, non seulement en ce qu'on pense à la possibilité de perdre des données, mais c'est également des retards au niveau des tests. Il y a de plus long congé des patients à l'hôpital et on ne peut pas tolérer ces choses-là. Donc, si le problème est différent, ce qui est bien, c'est qu'également l'occasion qui se présente est différente. Lorsque je l'entends, je me dis, écoutez, ça ne porte pas uniquement sur les données. Je pourrais plus jamais utiliser ce mot. Ce n'est même pas une question de protéger la vie privée, c'est une question de sécurité des patients. Ça change tout. Are deeply steeped in frontline healthcare. This is very much not to you guys a technical issue. So I've got Trevor Hall down the end. Trevor is, and I got to read it because again, the trouble with bringing friends is you think about them as who they are, not as their very
auspicious titles, but Trevor is the Vice President of Healthcare Safety and Risk Management at the Healthcare Insurance Reciprocal of Canada. And Amelia Hoyt is, and who I still think of by her maiden name, so we're going back. She is the CIO of Michael Garron Hospital, part of the Toronto East Health Network. So I'm hoping you wouldn't mind giving a bit of an intro, letting us know a little bit about where your perspective on this issue comes from. Yeah, thanks so much for having us and having a committed conversation on safety. Merci de nous avoir invités. Je suis vice-président, donc sécurité des soins de santé, gestion des risques, Healthcare Insurance Reciprocal of Canada, IROC. Donc, nous aidons les hôpitaux et fournisseurs professionnels de santé dans des situations complexes, en particulier dans des moments de besoin, lorsqu'il y a des problèmes de sécurité du patient. Une chose à retirer de la journée d'aujourd'hui, c'est que la cybersécurité est un problème émergé et non émergent, et c'est un problème de nature humaine et non technique. Nous sommes là aux premières lignes quand il se produit un incident. Donc, il ne faut jamais souffrir d'incertitude seul. C'est notre leçon de la journée. Donc, aujourd'hui, il s'agit vraiment de vous remercier, de nous donner l'occasion d'avoir une conversation comme cela en temps opportun. Donc, je m'écarte pour un instant, mais notre amitié a commencé dans un aéroport alors que je me préparais. InfoRoute parle beaucoup dans des petites salles de ce problème pour essayer de l'aborder différemment en tant que communauté, mais ce qu'on nous répétait, c'est qu'il fallait être discret, discret. On ne peut pas faire ça en public. Donc, je me préparais et je me suis dit, je vais faire appel à l'assureur. Mais je ne m'attendais pas justement à entendre ce que je viens d'entendre. Merci de le dire à nouveau. Et Emilia. Donc, je me fais l'écho de ce que je viens d'entendre. C'est super de vous entendre, un sujet qui a été souvent caché. Je vais vous parler de notre étude de cas à l'hôpital Michael Garron, hôpital communautaire à quelques kilomètres du centre-ville de Toronto. La population est très diversifiée. Quelques 400 000 personnes vivent dans notre région avec plus de 50 langues parlées et au-dessus d'une centaine de quartiers considérés comme étant divers. Donc, en 2019, nous avons été frappés d'une grande attaque de rançon logiciel et on cliquait sur un lien de courriel et ceci a engendré une interruption totale de tous nos systèmes. Donc, nous avions beaucoup de serveurs à l'époque et évidemment, l'avantage de ça, c'est que ça nous a permis d'améliorer le bon côté de la chose, ça nous a permis d'améliorer notre infrastructure. Mais Trevor parlait beaucoup de collaboration. Nous avons été attaqués parce qu'on collabore, justement, mais l'interprète note que la conférencière parle très loin de son micro, malheureusement. Ceci qui rend l'audition plus difficile. Nous vivons dans un monde hybride et le nouveau personnel n'a jamais vraiment connu le monde papier. Et lorsque ces deux mondes s'entrechoquent, ça cause un plus grand risque. Voilà une autre discussion, justement. Et je vais m'arrêter là, on en parlera davantage, mais à l'époque, tout le monde a eu vent de notre incident. Vous pouvez aller voir sur Google, dans les services de Noël comme CBC. Donc, je ne pense pas que nous ayons connu d'autres incidents par la suite, mais comme Trevor l'a dit, nous devons partager davantage pour tirer les leçons les uns des autres et ne pas réinventer la roue et rehausser notre capacité de nous prémunir. Quand on a parlé de
on a préparé cette conversation ici. Vous avez parlé des impacts à long terme. Souvent, on parle d'un incident de cybersécurité et que on a l'impression que ça se finit une fois que le rançon logiciel est évacué. Mais est-ce que c'est fini pour vous? Je pense que ce n'est jamais vraiment fini parce que les données sont un actif précieux dans toutes les industries, pas seulement en santé. Et les acteurs, les auteurs le savent. Ils nous ciblent pour des raisons. Il y a un gain financier potentiel. Et nous devons prévoir le coût plutôt que de réagir. Malheureusement, au fil des ans, on a appris cette leçon à la dure. Certains des résultats, eh bien, on a rebâti nos infrastructures au niveau du conseil d'administration. On a refait nos priorités en matière d'investissement, mais au niveau local, c'est quand même limité comme action. Il faut élargir le champ d'action à l'échelle de la province et même nationale. C'est ce dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé d'interopérabilité et de partage des données, mais le risque augmente d'autant lorsqu'on fait cela. Moi, je suis gardienne des renseignements de santé et ça me préoccupe. Est-ce qu'on a mis en place les bonnes mesures protectrices pour assumer ces principes? Il y a toujours de la place à l'amélioration et en partie, ça revient à l'éducation. On parlait de courriel. Ne cliquez pas sur quelque chose de douteux, et ainsi de suite. Mais ils sont très adeptes, très doués, comme mes parents qui ne s'y connaissent guère, pas très avertis, et quelquefois une population qui ne réfléchisse pas à fond. Donc, l'éducation, pas seulement chez nos gens, mais aussi dans la population et le grand public. Vous avez parlé d'éducation. C'est intéressant. L'élément humain est au cœur. Levez la main si vous avez déjà fait une erreur dans votre vie, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours un robot humanoïde dans la salle. On est à la recherche de cette personne. Non, on fait des erreurs. Comment pouvons-nous concevoir des systèmes en fonction de cela et tirer les leçons qu'il faut? Le profil de risque est intéressant. Les hôpitaux, organismes soignants sont intéressants parce que dans les conseils, quand on en parle, tout le monde reconnaît qu'il y a des risques, mais en santé, on ne peut pas éliminer le risque. C'est un élément de la réalité. Donc, le retour au papier, c'est merveilleux, mais on va faire ça pendant combien de temps? Ensuite, le risque ne saurait nous empêcher de faire les choses mieux non plus. Au sein de la sécurité du patient, justement, peu importe la théorie qui prévaut ou la décennie où on se trouve, c'est le concept d'action. Nous savons comment concevoir ces systèmes, qu'il coûte cher de les rebâtir, qu'il y a une grande variété de systèmes, mais connaissons-nous bien les principes? On a eu tel ou tel incident, d'accord. Probablement que quelqu'un, en ce moment, au moment où on se parle, vit un incident de cybersécurité. Sommes-nous ouverts à en parler? Souvent, on n'en parle pas. La mort par suicide pendant qu'on est pris en charge, est-ce qu'on en parle? Très peu. Ça, c'est laver son linge sale en public. Donc, en sécurité, c'est un peu la même chose. C'est ce que vous faites dans des conversations comme celle-ci et c'est admirable. Passons un moment là-dessus. Je crois en la valeur du partage et de la collaboration. C'est la culture d'Inforoute. Et dans un secteur comme le nôtre, si nous allons être les plus visés, eh bien, profitons de nos forces, notamment la collaboration. Nous ne sommes pas des concurrents. C'est un avantage pour nous, une occasion qui s'offre à nous. Alors, parlez-nous l'un et l'autre d'où vous tirez cette valeur du partage. Trevor. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, à Corner Brook, ce qui se produit à Corner Brook, ça produit aussi en Alberta. Comprendre les schémas et les vulnérabilités, c'est merveilleux.
Ensuite, ne soyez jamais dans l'incertitude seul. Lorsqu'un collègue vous appelle pour vous demander peut-être un conseil dans un cas, eh bien, c'est très utile. Exemple, une régie de santé a eu une interférence malicieuse, malveillante, dis-je, et là, il y a eu partage en temps réel de ce qu'ils avaient vécu, ce qui est éclairant. Quelles sont les vraies questions que les dirigeants de la santé et du monde de la cybersécurité en tirent? C'est ça qui est important. C'est ce que j'aime de la conversation. S'agissant d'incidents de cybersécurité, nous sommes tous un petit peu sur un pied d'égalité face aux mêmes défis. Ce n'est pas un problème rural ou autre. Il franchit toutes les barrières. Donc, c'est merveilleux de pouvoir en parler ici ensemble. Si on ne partage pas, si on prend le cas par l'absurde, disons, qu'est-ce qui arrive? Si nous ne partageons pas nos incidents, ça va prendre 2, 3 fois plus longtemps, dis-je, à revenir à la normale, ce qui peut prendre jusqu'à une trentaine de jours déjà. Bon, nous, en tout cas, les systèmes clés dans les 30 jours, mais après ça, au moins 2 mois encore avant de régler les problèmes. Il y en a qui n'ont jamais été remis sur pied, il faut dire. Nous avons dû trouver des solutions de rechange en raison de l'âge de tout cela. En santé, il y a des technologies de données qui ne sont pas capables de rester pertinents s'ils sont attaqués. Avec les pressions financières qui sont les nôtres, nous devons prendre des décisions difficiles pour le maintien des opérations si déjà des actifs sont en fin de vie et lorsqu'ils sont attaqués. Donc, on a eu de l'aide des hôpitaux du Grand Toronto et je pense que sans cette aide, nous aurions souffert encore plus et le risque aux patients aurait été plus grand. Intéressant, en travaillant de façon collaborative, notre secteur est un petit peu en retard. Le secteur énergétique, lui, est un bon comparatif. Appeler un collègue, ça, c'est quelque chose de bien construit, bien établi dans ce secteur. Bon, comment obtenir des meilleurs temps de réponse, de reprise, etc. Eh bien, l'un de nos collègues à la table sur la cybersécurité nous rappelle que on préfère avoir des appels de façon préventive qu'en pleine crise. Donc, on dirait que vous avez utilisé vos réseaux. Oui, ça a été le cas. Être proactif par opposition à être réactif. Notre secteur l'a reconnu. La cybersécurité devrait être, sinon, la priorité, du moins une priorité. Le ministère de la Santé en Ontario l'a reconnu. Ils ont mis sur pied des centres d'opérations régionaux pour la sécurité, qui est un organisme qui permet du partage, l'uniformisation. Et évidemment, il faut que ça soit financé. Personne n'oserait dire qu'ils ont assez d'argent pour la cybersécurité. Nous avons aussi une pénurie au niveau de ce savoir pointu de la cybersécurité. On se dirige dans la bonne voie. C'est une ressource rare qui se doit d'être partagée. Il faut profiter des réseaux existants pour des gains d'efficience. Et ce qui vient ensuite, la prochaine étape, c'est mettre les gens à l'aise. Donc, ne plus pointer du doigt, jeter l'opprobre lorsque un incident se produit. Il y a 20 ans, en 1999, l'Institut de la médecine publiait un rapport absolument novateur sur la sécurité des patients. Donc, nous cherchons à prévenir les situations. À l'époque, il y a 20 ans, personne ne faisait d'erreur en hôpital, en tout cas, si on se fiait à ce que les gens disaient.
Mais c'est le cas pour la cybersécurité, comme Trevor l'a mentionné. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. C'est discret quand il s'en produit un. Parce que si c'était à la une, ça pourrait peut-être déclencher d'autres événements, se disent certains. Mais en fait, c'est mieux que les gens le sachent pour que tous ces acteurs malveillants sachent qu'on réagit. Alors, comment normaliser la discussion? C'est essentiel. Savoir qu'une vieille pratique ne peut plus durer, ne suffit plus. Vous dites que l'erreur humaine, bon, est un symptôme et non une cause. On ne peut pas se contenter de pointer du doigt telle personne a cliqué sur tel courriel et c'en est la cause. Si c'était si simple, nous ne serions pas là aujourd'hui pour parler de sécurité. C'est beaucoup plus complexe. Par le partage, et si vous avez d'autres assureurs, vous pourrez m'en parler après, mais ne vous empêchez pas de partager. La responsabilité existe, mais quoi qu'on fasse, mais en agissant, on réduit notre responsabilité potentielle. Donc, comment le système peut-il apprendre? Et le Canada est très éparpillé géographiquement, mais c'est un avantage pour nous parce que ce qui se passe à un bout arrive aussi à l'autre bout. Ça veut dire qu'on peut apprendre les uns des autres. Bon, comment avançons-nous? Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Parce que je pourrais continuer toute la journée, hein? Il y a une question à l'arrière. Bon, d'abord, levez-vous. Donc, parlez haut et fort et je vais répéter la question. That's great. So, Bon, prendre le point de vue du patient. Comment atténuer les inquiétudes des patients? C'est intéressant. Inforo travaille avec une super équipe chez CanH. C'est une approche empirique plutôt qu'instinctuelle. Quel est l'impact, préoccupation de vie privée sur les actions, choix et la confiance qu'ont les patients dans le système? Donc, ce qui m'a ouvert les yeux quand on a commencé à regarder ces données, c'est que nous ne reconnaissons pas assez nos patients. Parce qu'ils font le petit calcul de vie privée, comme l'appelle le docteur Chen. Ils viennent peser le pour et le contre des avantages et des inconvénients. Et les Canadiens lisent les journaux. Ils ne sont pas inconscients des risques à leur renseignement privé, mais il y a cette demande, et c'est la raison pour laquelle on voit la demande, c'est qu'ils envoient les avantages. Je pense que les Canadiens sont mieux outillés pour cette conversation que nous le croyons, la plupart d'entre nous. Donc, comment en parler? La question est intéressante. Et comment en parler d'une façon qui ne relève pas de susciter des craintes? Pour ma part, nous avons beaucoup de patients et de gens qui font des demandes pour les patients à l'hôpital. Donc, il s'agit d'éduquer les gens sur les méthodes de stockage des données. Et il y a encore beaucoup de choses qui sont manuelles. Certains croient que c'est plus sécuritaire. Bon, les télécopieurs ne sont pas sécuritaires. Il y a beaucoup de raisons à cela, en passant. Et puis, on peut parler des données qui sont sur papier,
les autres qui sont discrètes et numériques, et comment un organisme les gère. Donc, il s'agit un petit peu d'éduquer les gens sur le numérique en général et de là, reconnaître là où il y a du risque, là où il n'y en a pas. Nos patients sont nos partenaires maintenant et ils doivent faire partie de la conversation. Difficile à entendre pour l'interprète, malheureusement. Mais cette conversation n'a pas eu lieu. Ce sont des bonnes études de cas. J'aime votre question en passant. La responsabilité est là. Le facteur humain, c'est ça ma responsabilité. Et concevoir pour le facteur humain. Donc, la transparence est merveilleuse, elle nous aide à comprendre et voir comment les autres ont fait les choses. Donc, la collaboration, c'est aussi utile. En partenariat avec l'Université de Toronto, nous nous sommes posé la question, pouvons-nous utiliser la réalité virtuelle ou d'autres technologies pour nous aider à prédire la démence ou autre situation de santé en utilisant des techniques de jeu. Donc, je peux, bon, m'amuser, mais je peux aussi prédire des délires et autres résultats. Je cite cet exemple parce que on s'est demandé, pouvons-nous reconnaître la reconnaissance faciale pour les adultes plus âgés? C'est important parce que ça peut réduire le besoin d'avoir un assistant pour les aider avec leur installation informatique. Où sont les données? Est-ce que vous consentez à ceci, à cela? En tant que bon concepteur, nous avons la responsabilité de collaborer, de parler pour concevoir des technologies qui fonctionnent pour les humains. C'est une super question et je nous encourage tous à continuer à partager et collaborer sur ces questions importantes. C'est important. À Terre-Neuve, nous avons eu une séance pendant la pandémie avec un groupe très diversifié. On parlait de consentement et de santé numérique. Que faut-il dire aux gens? Comment? Et il y avait des spécialistes de la vie privée. Quelquefois, on arrive à retrouver notre chemin et on parlait de tous les risques qu'il fallait divulguer. Et ça venait d'un des bureaux de commissaire. En fait, une personne a levé la main, elle a dit ça, tout cela est bel et bien, mais vous savez, vous avez oublié de parler des avantages, des bienfaits. Bon, voilà. Donc, comment, en langage simple, non théorique, pouvons-nous en parler de façon équilibrée? Donc, quoi ça sert de donner une liste encyclopédique des facteurs de risque associés aux télécopieurs? C'est l'équilibre qui compte. Nous devons en parler. Comment y arriver aussi de façon équitable? Si vous êtes trop réducteur, en fait, ça revient à dire la technologie, ça fait peur et c'est mauvais. Do you mind repeating the question? Pouvez-vous répéter la question? Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux cliniques et hôpitaux pour la façon de prévenir ou répondre à une attaque? Bon, l'éducation, les tables de concertation à l'interne sont utiles pour rappeler aux gens comment les acteurs malveillants peuvent entrer dans votre organisme. Les courriels, je sais que ça paraît simple, mais c'est vraiment la première façon. C'est fou, mais c'est encore la façon principale. Ensuite, ce ne devrait pas être un simple courriel d'information pendant le mois de la cybersécurité. Il faut que ça devienne
un petit peu comme toutes les réunions, les vérifications de sécurité quotidiennes? Quels sont les risques aujourd'hui? Quelles sont les mesures que vous prenez? Ce n'est pas seulement à Hanouka ou à Noël que vous en parlez. Euh, et c'est ça, ça ne fait pas partie de la conversation quotidienne en ce moment. C'était le cas autrefois, il y a 20 ans, pour la sécurité patient. Ensuite, tout organisme doit relever ses structures aux normes minimales. Nous avons tous des risques que nous portons et dont nous sommes conscients. Donc, ça aiderait d'établir des normes provinciales et nationales, de les publier. InfoRoute en fait beaucoup, mais à un niveau plus opérationnel, ce serait très aidant. L'autre chapeau que je porte, c'est que je co-préside un comité directeur numérique en Ontario. Et le MGH est vraiment le gros joueur. Mais comparativement à nos pairs, c'est relativement petit. Du point de vue cybersécurité, nous sommes très avancés. En soins primaires, beaucoup de fournisseurs plus petits n'ont pas ça comme priorité. Probablement pour des raisons de finances et aussi parce qu'ils ont moins d'experts maison, mais aussi on veut que tout le monde rehausse ses standards minimaux. Les données que nous partageons d'un secteur à l'autre vont se propager d'un système qui a une barre très haut à un système qui tient la barre beaucoup moins haut. Donc, on ne pourra pas avancer si on ne s'attaque pas à ça. Parlons-en donc pour un instant. Vous parlez d'une réalité bien saine se fondant sur les intérêts du patient. Vous parlez d'intégration dans différents organismes à différents niveaux. Planification des pannes cliniques, etc. Comment cela change-t-il quand on ne parle pas de fournisseurs intégrés comme chaîne? C'est complexe. On tient pour acquis beaucoup de nos accès. Le numérique est un facilitateur. Quand j'ai parlé du passage au papier, peut-être que vous n'avez jamais vu de papier. Donc, comment combler cet écart lorsqu'on fait face à un code gris, un tel incident? Il y a tous de la place à l'amélioration et il faut établir une valeur fondamentale, une valeur minimale. Et le sondage sur les actifs numériques nous permet de voir ce qu'utilise tout le monde, où se situent les lacunes. L'autre occasion, c'est aussi de voir ce qu'on peut partager pour des gains d'efficience. Si c'est possible d'utiliser des actifs existants, eh bien, pourquoi réinventer la roue? Et la province peut peut-être cerner où se situent les zones d'excellence pour partager cela et diffuser cela. En Ontario, évidemment, je parle de ce dont de ce que je connais. Anna. So I'll just repeat the question. Je répète la question. Comment on aider des organismes comme Primary Care où la cybersécurité est moindre que dans un organisme de soins aigus et au moins niveler un petit peu les chances? Et je dirais que c'est là l'intention de notre système RSOC en Ontario. C'est comme un grand diagramme de veine.
le RSOC est au centre et on sait ce qui sera centralisé du point de vue gouvernance. Il y a le RSOC et puis il y a le niveau local. Et ce dernier pourra tirer profit d'actifs et de savoir-faire déployés par le haut niveau. Et nous essayons de faire ces évaluations maintenant pour voir quel serait l'intérêt, mais ça reste complexe. On parle de référencement électronique et de soins primaires et il y a des obstacles parce que il y a un niveau de mise en œuvre technologique qui est assez faible dans tous les soins primaires. This morning about Ce matin, on a parlé de la pression à ce niveau-là du système. Et j'ai l'impression qu'une panne pousserait un médecin et à son cabinet à devoir s'en sortir par soi-même. Si on veut un système plus résilient, il faut de la collaboration. Je vais vous donner un exemple de notre travail d'approvisionnement. Avec les provinces et territoires comme partenaires directs. Et puis ensuite, on a cherché des moyens de diffuser l'information auprès des parties prenantes qui ne sont pas en contact direct avec des partenaires majeurs comme ceux-là. Et c'est là où c'est important d'avoir une communauté de fournisseurs ou une communauté de cybersécurité. Dans l'esprit de pouvoir se soutenir au-delà des frontières d'une organisation, que nos partenaires fournisseurs coopèrent pour le bien de toute la communauté. Emilia, ce que vous avez dit est très utile. On n'est pas à un niveau satisfaisant tant que tous les partenaires du réseau ne soient pas au même niveau. Oui, c'est une analogie de ce qu'on veut faire en santé de façon générale pour réduire les dédoublements, améliorer les soins aux patients, diminuer les délais de traitement, puis d'éviter que le patient soit au centre de toutes les entrées d'informations. Ils doivent, par exemple, entrer leurs données à plusieurs reprises, mais ce n'est pas à eux de le faire. Ils ont besoin d'informations et doivent pouvoir accéder aux renseignements médicaux sans que ce soit trop compliqué. Et il y a également un lien à faire avec les gardiens des renseignements médicaux. Puis encore une fois, on oublie que ce n'est pas nécessairement intentionnel. Parfois, on se perd dans nos activités quotidiennes. Et c'est pour ça que des discussions comme celle-ci sont si importantes pour qu'on s'informe mutuellement, même entre l'assureur et le client, que c'est possible d'avoir des discussions de cybersécurité puisque les risques sont posés pour tout le monde. Pour revenir à votre question sur ce que vous faites, c'est important de connaître les outils qui sont à notre disposition, puis ce n'est pas aux médecins individuels ou à la communauté d'y penser, mais peut-être qu'on peut partager des outils. Contactez vos assureurs le plus rapidement possible pour voir avec quel fournisseur ils travaillent. Est-ce que vous avez les outils nécessaires? Et dans des moments, dans des atteintes à la sécurité, le temps est absolument d'essence. Tout comme quand on a un AVC. On arrive à la fin du temps qui nous est accordé. Habituellement, on a un maximum de 45 minutes pour parler de cybersécurité, mais j'ai l'impression que le sujet est de plus en plus populaire. Depuis les dernières années, c'est plus normalisé. On veut en parler. J'ai entendu dire très clairement que ce n'est pas un problème de technologie, mais un problème humain. C'est une question de sécurité des patients. C'est important d'avoir la même discipline pour la sécurité des patients. On a l'obligation morale d'en parler et puis il faut
coopérer pour contribuer à la sécurité du système. On a parlé de tous les éléments nécessaires pour gérer le risque et la responsabilité. Là, il s'agit également de reprise après une atteinte à la sécurité. Est-ce que vous voudriez dire quelques mots en guise de conclusion? Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité. Premièrement, ne pas essayer de tout faire par soi-même. Vous avez la vie de personne entre vos mains. Ce ne sont pas uniquement des statistiques. Vous avez l'obligation d'en discuter, peu importe la complexité des questions. Ce n'est pas une question de blâme ou de pointer du doigt, mais c'est une question de sécurité psychologique. Il a fallu 30 ans pour qu'on reconnaisse l'importance de la sécurité psychologique. La collaboration et le secret, la clé du succès. C'est important d'en parler le plus rapidement possible pour le bien de tout le système. Oui, tout comme Trevor l'a dit, si vous pouvez aider de façon proactive, c'est important de le faire. Pour notre équipe d'Ergo, pour l'équipe de santé et sécurité, c'est important de créer des liens le plus rapidement possible, de veiller à la protection des renseignements personnels dont on a moins parlé aujourd'hui, mais ça me fait penser à l'analogie de pousser un chariot vide. Et c'est important d'avoir toutes ces conversations sur le numérique sans tarder. Comme Abby vous l'a dit, c'est une dimension importante du travail d'Inforoute pour mieux comprendre où se trouvent les lacunes, puis où on peut contribuer nos efforts, nos ressources le plus efficacement possible. Si c'est un sujet qui vous inspire, je vous invite à me contacter. Je vais être près de la table des desserts où j'ai élu domicile, là où se trouve le café. Et puis, si vous avez des doutes, je pense qu'on est 30 minutes d'avance à l'horaire. Mais sur ce, j'aimerais remercier Emilia et Trevor pour cet échange. Merci beaucoup pour tout votre travail dans ce domaine. And thank you to you, Abigail, for Merci à vous, Abigail, d'avoir organisé cette table ronde sur la cybersécurité.